Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans l'Amérique rurale, au milieu des grands champs de maïs de l'Iowa. Amy Mullis, 39 ans, rend son dernier souffle dans des circonstances inhabituelles, voire étranges, et tous les regards se portent sur son mari, Todd Mullis, 43 ans, le père de ses 3 enfants, qui dit que sa femme ce jour-là est morte d'un accident. Cet homme est un travailleur acharné. Il est dévoué pour ses enfants, mais dans le couple, il y a beaucoup de tensions. Et l'État de l'Iowa essaiera de prouver que Todd Mullis a conçu un plan machiavélique afin d'éliminer tous ces problèmes. Et ce plan nécessite une fourche à 4 dents. Amy est décédée suite à un empalement sur cette fourche. Elle aurait chuté malencontreusement. Mais le problème pour Todd, c'est que la blessure de Amy, les ponctions qu'elle a dans le dos dues à la fourche, elle n'a pas la marque de 4 dents, mais 6. Amy serait-elle tombée 2 fois? Bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Ici, c'est une chaîne de True Crime et on se penche sur l'aspect judiciaire des affaires criminelles. Aujourd'hui, c'est une affaire hors norme. Todd Mullis se dit innocent et il a un témoin, son fils Tristan de 13 ans. Pourtant, l'État l'accuse du meurtre au premier degré sur sa femme, un meurtre prémédité. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et si vous aimez, likez. À partir de maintenant, c'est vous le juré. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Todd Mullis a-t-il tué avec préméditation sa femme de sang-froid? J'attends de vous un commentaire. Coupable ou non coupable? Le comté de Delaware au Dakota est composé d'une petite communauté d'agriculteurs autour d'une ville, Manchester. Parfois, ces fermes sont très éloignées les unes des autres. L'État de l'Iowa est un État très grand par rapport à son nombre d'habitants. Même si les fermes, qui sont immenses, sont éloignées les unes des autres, les gens se connaissent. Ils se sont déjà vus. Dans le comté de Delaware, tout le monde s'est déjà rencontré une fois. Et c'est le cas pour Amy Mullis. C'est une ancienne infirmière de l'hôpital de Manchester, le seul et unique. Amy Mullis est connue pour être une femme souriante, gentille, avenante, très bavarde. Elle a épousé en 2004 un homme de la région, Todd Mullis. Il a 4 ans de plus qu'elle. Et lui, c'est un fermier, un vrai fermier. Il a hérité de la ferme de ses parents, qui lui ont passé quand ils sont partis à la retraite. Son frère aussi a une ferme, pas trop loin de chez eux, à quelques kilomètres. Il travaille énormément. Il est spécialisé dans l'élevage de porcs. Depuis qu'il a eu cette ferme, il a réussi à créer un entrepôt supplémentaire. Le couple aura 3 enfants. Tristan, qui a 13 ans au moment du drame, Taylor, la seule fille, qui a 11 ans, et Wyatt, le petit dernier, 9 ans. Et Amy aime ses enfants plus que tout. La version des événements, telle que je vous la raconte, est basée sur le témoignage de Tristan et celui de Todd. Les deux ont témoigné au procès. Et leur version est pratiquement identique. Tristan, au fil du temps, modifiera un petit peu sa version, mais quand même, les faits principaux sont exactement les mêmes. Quand la famille se lève le 10 mai 2018, il fait un très beau soleil dehors. Mais la température est fraîche. Il fait moins 6 degrés. Durant la nuit, un léger tapis de neige s'est déposé dans les champs. Ce jour-là, la famille Mullis a énormément de choses à faire. Tristan doit aider son père à préparer un enclos pour l'arrivée de Porceau. La naissance est prévue pour aujourd'hui. Amy, la maman, va les aider, mais elle vient à peine de se remettre d'une petite intervention chirurgicale qu'elle a effectuée le 6 novembre, il y a 4 jours. Et jusqu'à maintenant, pendant les 3 derniers jours, elle s'était reposée. Mais aujourd'hui, elle vient avec eux dans l'entrepôt qui recevra les porceaux. Et elle a décidé de commencer par nettoyer les luminaires. Donc, elle sera avec Todd et Tristan. La ferme des Mullis est grande. Et autour, il y a des champs. Ils appartiennent à Todd aussi. Sur ce terrain, il y a une maison principale. Modeste, mais agréable. Et pour eux 5, c'est parfait. À quelques mètres, il y a une vieille grange rouge, très encombrée. Et la porte de bois est bloquée. Elle ne s'ouvre pas plus que 20 cm, 20-30 cm si on force.
En face de la maison principale et de la grange, il y a les 2 grands entrepôts où sont hébergés les porcs. Ce jour-là, ils sont dans l'entrepôt nord et ils travaillent dans la partie droite de ce bâtiment. Et dès 9 h du matin, Tristan est avec son père et ils ont commencé à travailler. À 9 h 45, Amy arrive. Elle a laissé Taylor et Wyatt seuls à la maison. Elle s'installe près d'eux, elle pose un seau qu'elle retourne au sol. Elle monte dessus et elle commence à nettoyer les luminaires. Mais au bout de 30 minutes, elle dit qu'elle a les jambes qui tremblent. Elle se sent étourdie. Elle descend du seau. Todd et Tristan vont la voir et lui demandent si tout va bien. Mais elle les rassure, elle dit que oui, c'est passé. À un moment donné, elle s'est sentie étourdie, mais c'est fini. Todd lui conseille de repartir à la maison, de se reposer. Mais elle refuse. Elle préfère continuer à nettoyer. Todd et Tristan se remettent à faire leurs tâches. Ils sont en train d'essayer de faire venir de l'eau dans cette partie de l'enclos. Quant à Amy, elle a décidé d'arrêter de nettoyer les luminaires. Maintenant, elle nettoie les murs. Les porcs qu'il y a autour d'eux salissent énormément. Et au bout de quelques minutes, Amy recommence à avoir la tête qui tourne. Elle se sent étourdie. Elle est obligée de s'appuyer contre le mur. Là, Todd et Tristan commencent à être vraiment inquiets. Et Todd lui dit de rentrer, d'aller faire la sieste. Ils n'ont pas vraiment besoin d'elle ici. Et là, Amy accepte. Elle se sent faible. Et quand elle part, Todd la rappelle et il lui demande d'aller dans la grange rouge et de sortir la caisse de transport pour les chats. Il va en avoir besoin cet après-midi. Amy dit que oui et elle sort du bâtiment. Todd a prévu cet après-midi-là d'utiliser un de ses gros tracteurs dans les champs. Et avant, il veut enfermer tous ses chats dans la caisse de transport. Il a peur d'en blesser un ou d'en tuer un avec son tracteur. À partir du moment où sa mère est partie, Tristan dira dans une première version que son père n'est jamais sorti de l'entrepôt, qu'il est resté à côté de lui tout le temps. Mais lors du procès, il explique que son père est sorti une fois pour aller se soulager, mais il n'est pas parti plus de 40 secondes, 1 minute. Mais sur les questions répétées de l'assistante du procureur, il finira par dire qu'il ne sait pas exactement combien de temps il n'a plus eu les yeux posés sur son père. Et ça a son importance dans l'affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que son père, quand il était dans l'entrepôt avec lui et qu'ils travaillaient tous les deux, il n'a jamais été essoufflé. Son humeur n'a pas changé. Il n'avait pas de sang sur les vêtements. Il n'est pas revenu avec des égratignures ou les cheveux ébouriffés. Pour lui, son père a été d'humeur égale toute la matinée. Et juste un peu avant midi, Todd sort de l'enclos et suit l'allée pour aller jusqu'à son bureau, qui est de l'autre côté du bâtiment. Il passe un coup de fil et regarde par la fenêtre. Il voit que sa femme n'a pas déposé la caisse de transport des chats, comme il lui avait dit, devant la maison. Et après avoir raccroché quand il revient près de son fils, il lui demande d'aller chercher la caisse de transport dans la grange rouge. Et c'est ce que fera Tristan. Et quand il arrive devant la vieille grange rouge, il voit sa mère à terre. Elle est coincée dans l'ouverture de la porte. Elle ne bouge pas. Il court vers elle. Il appelle son nom. Elle ne réagit pas. Le petit Tristan essaye de trouver son pouls au niveau du cou. Mais il ne sent rien et il se met à crier. Il appelle son père. Todd arrive en courant et découvre à son tour sa femme. What did you see when you stepped in through that door? Well, when I stepped in, I initially looked at Tristan, and I looked over, and I seen Amy hunched up, face down, laying next to the door, leaning against the door. Did she have this corn fork stuck in her? Yeah. What did you do? Il crie à son fils d'aller chercher le pick-up et de le mettre devant la grange. Et alors que Tristan se lève et part en courant, c'est au tour de Todd de s'agenouiller près de sa femme et de vérifier si elle a un pouls. Mais il ne trouve rien. Dès ce moment, Todd dit qu'il est en mode réactif. Il décide de sortir sa femme de cette vieille grange. Et donc pour ça, il doit enlever la fourche qu'elle a plantée dans son dos. Et c'est ce qu'il fait. Il enjambe son corps, enlève la fourche et commence à la porter. Entre-temps, son fils est arrivé avec le pick-up. Et alors que Tristan passe côté passager, Todd ouvre la portière et lui dépose sa mère sur les genoux. Il fait le tour de la voiture et part à fond vers l'hôpital de Manchester qui est à 20 minutes. Sur le trajet, il appelle le 911 et cet appel est diffusé lors du procès. Todd est anxieux, il a le souffle court.
Il dit qu'il est sur la route et entre-temps, il demande à son fils si sa mère respire. On peut entendre la petite voix de Tristan qui répond que non. Et Todd reprend la conversation avec la répartitrice du 911. Il est agité et il évoque la possibilité d'un accident. Il dit qu'elle est tombée sur une fourche. Et quand il annonce à la répartitrice qu'elle n'a pas de pouls, que sa femme n'a pas de pouls, qu'elle ne respire pas, elle lui demande de se garer sur le côté. Une ambulance va les rejoindre. Il doit commencer les manœuvres de réanimation. Et on peut entendre la répartitrice compter avec Todd par téléphone avant qu'il ne fasse une compression thoracique. Le premier officier qui arrive sur les lieux remplace Todd pour les manœuvres de réanimation. Et alors que le policier est occupé à cette tâche, Todd lui dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à sa femme. Tristan aussi dira qu'il n'a jamais quitté ce matin-là son père des yeux. L'ambulance amènera Amy à l'hôpital de Manchester, là où elle travaillait avant, et le médecin qui la prend en charge la reconnaît. Il est 13 heures quand il la déclarera décédée. Le docteur Gray explique qu'il pensait à un accident après ce que venaient de lui dire les ambulanciers. Mais en regardant de plus près les blessures sur le dos de Amy, il se rend compte qu'il n'y a pas que 4 ponctions, mais 6. Et une fourche à maïs, c'est 4 dents. Tout le monde le sait dans le comté de Delaware. Il demande alors une autopsie et dès ce moment-là, il comprend que Amy est morte à cause d'un acte sinistre, un meurtre. Il fait déjà nuit quand le détective Travis Amseth arrive à la ferme des Meulys. Il part directement dans la grange rouge. Il y voit quelques gouttes de sang au sol, ce qui lui indique le lieu où était le corps de Amy. Quand il rentre dans la grange, ce n'est qu'une seule allée, toute petite. Autour, ce sont des bidons. Et il regarde s'il y a des traces de sang, des signes de lutte, à l'œil nu, et il ne voit rien. Dans ce lieu, la scientifique ne viendra jamais pour vérifier si par exemple il y aurait eu des éclaboussures de sang qui ne seraient pas perceptibles à l'œil nu. Le détective demandera aussi à Todd s'il a une caméra de surveillance de la propriété et il répondra que oui. Mais quand il l'a vérifié dans l'après-midi, il s'est rendu compte qu'elle ne fonctionnait plus depuis le 29 octobre. Mais pour lui, c'est pas inhabituel. Les chats n'arrêtent pas de jouer avec les câbles. Ils ont dû débrancher la caméra de surveillance. Et quant au détective Travis Amseth, il fera le tour de la grange avec sa lampe de poche pour voir s'il y a des empreintes de pas, autres que ceux de Tristan et de Todd. Il ne trouve rien. Pour lui, personne n'est venu. Et après ces quelques constatations, il arrête son investigation. Pour l'instant, l'autopsie n'est pas faite. Il pense à un accident. Et quand le 12 novembre, les résultats de l'autopsie sont révélés, la police de Harville, qui n'est pas du tout habituée à traiter des meurtres, laisse la place à la police d'État. Il commence par aller voir Kelly Cruz, le médecin légiste qui a fait l'autopsie sur Amy Mullis. Kelly Cruz dira dès le début que les premières constatations montrent qu'il y a des signes de lutte. Il y a une légère abrasion sur le haut de la lèvre de Amy. Au niveau des mains aussi, pour elle, elle s'est défendue. Elle observe aussi qu'au niveau de la mâchoire gauche, il y a un énorme hématome. Et pour elle, cette pauvre femme a pris un coup de poing dans la mâchoire. Elle pense que Amy a été mise KO. Ses jambes se sont défilées sous son corps et elle est tombée sur les genoux. Sur chaque genou, il y a un énorme hématome. Et après, le haut de son corps a suivi. C'est son visage qui a rencontré le sol. D'où l'égratignure au niveau de la lèvre. Et aussi au niveau de l'oreille. Ensuite, son agresseur a attrapé la fourche et lui a planté dans le dos. Il a ressorti la fourche pour l'empaler à nouveau. Pour Kelly Cruz, il y a eu au moins 2 coups avec cette arme inhabituelle. Mais c'est possible qu'il y en ait eu 3. Elle explique que dans le dos, il y a 6 ponctions, faites par les dents de la fourche. La première, qui est la plus profonde, est sous l'aisselle droite. La dent de la fourche a perforé la peau à travers les côtes et a continué sa route dans la plèvre, le poumon et a crevé l'implant mammaire droit de Amy. La deuxième ponction, juste à côté, est allée se figer jusque dans le foie. Les 4 autres ponctions ont toutes perforé la peau, sont rentrées dans la cavité thoracique, mais elles ont fait moins de dégâts. Il y a aussi une égratignure entre 2 blessures, mais elle ne se l'explique pas. Pour elle, Amy a reçu 2 coups dans le dos, peut-être 3. Les policiers d'État, à partir du 12, commencent une investigation
et ils partent fouiller chez Todd Mullis. Ils saisissent tous les appareils électroniques. Mais dans le iPad, les détectives trouvent des recherches qui n'augurent rien de bon. Et lors de son procès, quand Todd est confronté à ses recherches Google, Todd dit que ce n'est pas lui qui a fait toutes ces recherches. Ce qui est important de savoir, c'est que l'iPad est familial. C'est quelqu'un d'autre dans la famille. La première recherche intéressante commence en janvier 2018. Quelqu'un tape ces mots. Le frisson de tuer. En février, comment être sûr que ces enfants sont les vôtres? Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas Amy qui a fait cette recherche. En mai, qu'arrive-t-il aux femmes adultères à l'époque des Aztèques? En juillet, ces mots exacts sont inscrits sur la barre de recherche. Tuer une femme infidèle. Apparemment, en septembre, on ne change pas de sujet. Combien y a-t-il d'accidents avec une arme à feu dans un foyer? Ça change un petit peu en octobre. Combien de temps faut-il pour mourir de faim ou de déshydratation? Todd Mullis nie complètement avoir fait ces recherches. Ce n'est pas lui. Les policiers commencent à enquêter autour de la vie de Amy Lynn Mullis. La première personne à qui ils s'adressent, c'est sa meilleure amie, Terry Stanner. Et elle est volubile, elle a beaucoup de choses à dire. Elle en sait beaucoup sur la relation de Amy et Todd. Déjà, elle dévoile aux inspecteurs que Amy, en 2013, a eu une relation extra-conjugale. Et depuis, plus rien n'allait. Et quand Todd l'a appris, il a été bouleversé, détruit. Selon Terry, Amy fera tout à ce moment-là pour rester auprès de son mari. Elle est même prête à accepter un deal. Amy devra quitter son emploi d'infirmière à Manchester. Elle doit venir travailler avec lui, auprès de lui, dans la ferme. Todd souhaite avoir un œil sur elle. Les deux commencent aussi une thérapie de couple. Mais Terry dira que Todd n'arrivait plus à avoir confiance en sa femme. Même Todd dira à ses amis, écrira à ses amis par texto, qu'il avait un poids sur le cœur, qu'il n'arrivait pas à pardonner à sa femme. Les années vont passer, Terry verra moins Amy, qui n'est plus maintenant en ville. Mais elle apprendra que Amy semble de plus en plus malheureuse. Elle lui dira même qu'elle se sent prisonnière dans son foyer, qu'il est toujours en train de travailler. Et en janvier 2018, elle annonce à Terry qu'elle a un autre amant. C'est Jerry Fraser. Les policiers se précipitent chez cet homme de 49 ans, qui est le comptable en fait de l'entreprise d'élevage de porcs de la ferme Mullis. Il passait une fois par semaine pour vérifier les entrées et sorties financières de la ferme. Les policiers se rendent compte qu'il est marié et qu'il a des enfants. Jerry Fraser dira que pour lui, la relation qu'il avait avec Amy était purement sexuelle. Elle avait besoin de liberté, de s'amuser. Elle lui confiera sur l'oreiller que chez elle, elle se sentait comme une esclave. Elle ne faisait qu'obéir aux ordres de son mari. Elle était contrôlée, pas aimée, malheureuse et seule. Et Jerry explique aux policiers que durant l'été 2018, Todd s'est rendu compte que entre lui et Amy, il y avait énormément de correspondance. Il s'est aperçu de ça grâce au relevé téléphonique. Et quelques jours après, Todd a demandé à Jerry s'il avait une relation avec sa femme, une relation romantique. Jerry dira qu'il a nié, et il noie le poisson en disant à Todd que leur fille, Taylor, fait le même sport que sa fille à lui, et c'est souvent de ça dont il parle avec Amy. Todd n'insistera pas, mais quelques jours après, il appelle la femme de Jerry pour lui demander si elle pense que son mari pourrait avoir une relation extra-conjugale avec Amy. Mais la femme de Jerry dira que non, ce n'est pas possible. Son mari l'aime trop pour aller voir ailleurs. Todd n'en dira pas plus, et quelques jours après, il rappellera chez les Fraser. Et il s'excusera auprès de Jerry et de sa femme d'avoir soupçonné un adultère. Il s'excuse. Et donc Jerry va dire à Amy que son mari se doute de quelque chose. Mais elle ne veut pas perdre son amant. Et donc ils arrêtent de communiquer par téléphone et elle crée un nouveau compte, un compte Gmail. Ils communiqueront à travers ce compte à partir de ce moment-là. Et on pourra dire que Jerry souhaitait ralentir la relation qu'il avait avec Amy. Il voulait la voir moins souvent. À la barre, il expliquera que Amy était malheureuse. Elle se sentait prise en otage chez elle. À 10 heures du matin, le jour de sa mort, Amy lui a envoyé un dernier email où elle écrit
Tu ne vas pas croire qu'aujourd'hui, je passe la journée à nettoyer des lumières. Et il répondra, super. Did you and Amy ever have any conversations about what Todd would do if he found out she was having an affair? One time, she did say that if he ever found out, she would disappear. Les policiers très rapidement l'enlèveront de la liste des suspects parce qu'il a un alibi. Selon son téléphone portable, Jerry était chez lui, à 45 minutes de chez Amy et Todd. Il a passé la journée avec son fils dans sa ferme. Après ce témoignage, les policiers partent voir la famille de Amy, les Fuller. Ils habitent en Iowa, mais dans un autre comté. Et c'est avec son grand frère, Jeff, qu'ils en apprendront énormément. Malgré la distance, Jeff et Amy sont très complices. Et à chaque fois qu'ils se voient, ils se racontaient les points forts de leur vie. Et Amy avait beaucoup de choses à dire sur sa relation avec Todd. Il explique qu'elle lui a dit que depuis la naissance de Wyatt, le petit dernier, elle n'était plus heureuse. Elle s'ennuyait. Il lui semblait que l'amour avait disparu dans leur couple. Jeff raconte qu'en août 2018, leur grand-mère maternelle est hospitalisée avec un pronostic terrible. Les deux parleront autour d'un café à la cafétéria de l'hôpital. Amy, à ce moment-là, lui dit que c'est fini. Elle veut divorcer, elle veut partir. C'est décidé. Et quelques jours après, leur grand-mère maternelle décède. Jeff et Amy iront vider sa maison. Amy lui demande de garder le canapé et la table de la cuisine, chez lui, dans son garage. Elle en aura besoin pour meubler son appartement. Amy était décidée. Elle avait déjà des projets pour partir. She said that she was planning on getting a divorce and she was going to leave Todd and that he was going to flip out. Mais depuis qu'elle avait eu une relation extra-conjugale, la famille de Todd, sa belle-mère, Hélène, ne la supportait plus. Elle la tolérait à peine chez elle. Et Hélène, la grand-mère, n'arrêtait pas de critiquer Amy devant ses enfants. Et Amy a dit à son frère Jeff que tout cela allait bientôt finir. Parce qu'avec le divorce, elle allait toucher 2 millions de dollars, c'est-à-dire un quart de la ferme. Et elle avait besoin de cet argent parce qu'elle allait partir avec ses enfants. Et le 16 novembre 2018, c'est au tour de Todd Mullis d'être interrogé par le détective de la police d'État. Il explique qu'avec sa femme, ils communiquaient bien. Ils étaient toujours ensemble, tout le temps. Tout allait bien. Mais les policiers savent que ce n'est pas le cas. Et ils le confrontent à l'infidélité de sa femme. Elle voyait quelqu'un d'autre. Todd dira qu'il n'était pas au courant. Il ne savait pas tout ça. À un moment donné, durant l'été, il avait suspecté qu'il y avait peut-être un amant. Il ne savait pas qu'elle était avec Jerry Fraser. L'agent lui dit alors qu'il pense que c'est lui le coupable, qu'il a tué sa femme avec la fourche. Todd nie. Il dit que ce n'est pas lui. Et il n'avouera pas un meurtre qu'il n'a pas commis. Les policiers sont intrigués pendant cet interrogatoire. Parce qu'à aucun moment, Todd ne réagit. Il n'est pas énervé que les policiers le suspectent. À aucun moment, il ne sera étonné, surpris. Todd ne montre aucune émotion. Un an après la mort de sa femme, en novembre 2019, le procès contre Todd Mullis commence. Il ne se fera pas dans le comté du Delaware, parce que tout le monde connaît cette histoire, et tout le monde a déjà son idée préconçue. Pour que Todd Mullis ait un procès juste, il déménage dans un autre comté. C'est l'assistante du procureur Maureen Hughes qui commence les débats. Et elle connaît très bien Amy. De suite, elle accuse Todd Mullis. Pour elle, il n'y a aucun doute. La première chose, c'est la violence avec laquelle il a porté les coups. Avec une fourche. Todd devait être enragé. Pour l'assistante du procureur, ce meurtre est personnel. Et le motif du meurtre, c'est la jalousie et l'avarice. La jalousie, facile à expliquer. Il oblige sa femme à arrêter de travailler en ville. Il la force à venir travailler à la ferme. Il l'épie, il regarde ses relevés téléphoniques. Il sait qu'elle a un amant. Il l'a compris fin août. Alors il commence, il se couvre. Dès ce moment-là, il sait qu'il va passer à l'action. Il attend un prétexte. Pour Maureen Hughes, la jalousie est prouvée par les recherches Google qui ont été faites. Il y a 2 mots qui ressortent, l'infidélité et la mort.
Et pour elle, tout au long de l'année, ses recherches Internet montrent qu'il a prémédité son crime. Et puis petit à petit, il isolait Amy, il la contrôlait, il la voulait à sa merci. Personne d'autre que lui ne pouvait profiter d'elle. Et puis il y a l'avarice. Donner un quart de sa ferme à cette femme adultère qu'il n'arrêtait pas de critiquer à ses amis. Il textait à ses parents, à sa mère, Hélène, qu'elle était feignante, que ce n'était pas une bonne mère. Elle voulait toujours partir à droite et à gauche. Et puis Todd Mullis, en plus de perdre la face, si elle divorçait, il allait perdre ses enfants. Ensuite, l'assistante du procureur parle de l'opportunité qu'a eue Todd Mullis. La procédure chirurgicale simple qu'il utilise comme une excuse pour des chutes malheureuses. Quand il voit qu'elle ne va pas bien, il l'isole. Il lui demande d'aller dans la grange rouge. Et surtout, il lui fait faire quelque chose qui est contre-indiqué après cette chirurgie. Elle doit porter une cage de transport pour plusieurs chats. Et c'est lourd, c'est 10 kilos à peu près. Et elle doit sortir cette cage à travers une porte qui ne s'ouvre pas plus de 20 cm. Todd savait que ce serait dur pour elle, qu'elle mettrait un certain temps. Et Maureen Hughes rajoute que dans cette ferme, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'autres adultes. Il était tout seul, elle était à sa merci. Il a tout fait aussi pour saccager, abîmer la scène de crime. Il a enlevé la fourche. Il a déplacé le corps de Amy. Il n'appelle pas le 911 de suite. Il s'empresse de dire que c'est sans doute un accident. Et puis il y a cette caméra de surveillance de la propriété des Mullis qui s'est arrêtée de fonctionner le 29 octobre pour reprendre le 11 novembre. Pour elle, ce n'est pas une coïncidence. Et ce qui terrifie le plus l'assistante du procureur, c'est que Todd Mullis s'est servi de son fils, Tristan, qui a à peine 14 ans en 2019. Il a tout fait pour que ça soit lui qui découvre le corps. Et ensuite, il a mis sa mère sur ses genoux dans la voiture. Amy, qui était en train de mourir, pour l'assistante du procureur. Cela montre un personnage froid, sans cœur, prêt à tout pour sauver sa peau. Et ensuite, c'est au tour de l'avocat de la défense de prendre la parole. Et eux aussi, ils ont des armes en main. Déjà, Todd n'a pas de casier criminel. Il n'a jamais harcelé personne. Il n'y a eu aucune plainte contre lui. L'avocat de la défense, qui a un nom imprononçable, Gérard Feuerlem, explique qu'il est d'accord avec le procureur. Amy a été tuée. Et ça, c'est un moment important. Parce que Todd Mullins, il n'est pas d'accord avec cette défense. Pour lui, ce n'est pas un meurtre. Il croit profondément que c'est un accident. Mais son avocat choisit une autre défense. Ensuite, ils ont Tristan, qui dit que son père a toujours été près de lui, qui est témoin du fait qu'il n'a pas pu se battre. Il n'a pas de sang sur lui. Mais il faut imaginer que Tristan, à partir du moment où son père est parti en prison, en février 2019, il est allé vivre chez ses grands-parents. Ses grands-parents maternels. Le père et la mère de Amy. Et c'est une position difficile à avoir. Parce que son témoignage innocente son père. Et ses grands-parents pensent que c'est lui qui a tué Amy. Pourtant, son témoignage ne changera pas beaucoup. Au début, certes, il dit qu'il ne l'a jamais perdu des yeux. Mais il a 13 ans. Il ne pensait sans doute pas qu'on lui demandait s'il est allé boire une gorgée d'eau pendant quelques secondes. La seule chose qui change dans son témoignage, c'est la notion de temps. Combien de temps il est parti, son père? La dernière fois qu'on lui pose la question, il n'arrivera plus à répondre. Il dira qu'il ne sait pas. Mais sinon, c'est un très bon témoin pour Todd Mullis. C'est son alibi. L'avocat de la défense aussi fait remarquer que si Todd a prémédité le meurtre et que l'opportunité qu'il attendait, le prétexte qu'il attendait, c'est la chirurgie, comment aurait-il pu savoir que ce jour-là, le 10 novembre, elle allait avoir des vertiges? Pour eux, les pions qu'avance l'assistant du procureur sont trop légers. Ils ne peuvent pas prouver que c'est lui qui a fait ses recherches. Ils ne peuvent pas prouver aussi que c'est lui qui a éteint la caméra de surveillance. Il n'y a aucun ADN sur la scène de crime. Il n'y a aucun ADN sous les ongles de Amy. Aucun des enfants n'a entendu Amy crier. Et Todd n'a aucun signe de lutte. Et l'avocat de la défense fait remarquer que Jerry Fraser a été enlevé très rapidement de la liste des suspects.
Pourtant, il avait beaucoup de choses à perdre lui aussi. Il souhaitait une relation uniquement basée sur le sexe. Elle voulait de l'amour. Il est marié, et son alibi, c'est exactement le même que celui de Todd. Il était dans sa femme avec son fils. Mais lui, cet alibi est reconnu. Les policiers n'ont pas poussé davantage. Ils n'ont pas vérifié qu'il soit resté dans la ferme avec son fils. Todd est innocent. L'avocat demande à ce que son client soit relâché. Et pour finir, c'est toujours le procureur qui dit son mot de fin. Et Maureen Hughes en a un. Elle fait réécouter l'enregistrement de l'appel au 911. Try to listen really closely. I just want to know if you remember what you said. Right there, do you say go to hell, cheating? No. So you don't hear that? No. You didn't hear at 6:53 cheating? You didn't hear that? I didn't hear that word. And it's right. Et à la 6e minute, alors qu'il est en train de faire le massage cardiaque, elle croit entendre cette phrase. « Va en enfer, espèce de prostituée qui commet l'adultère. » Elle fera écouter cet enregistrement plusieurs fois à Todd. Mais lui, il n'entend rien. Et j'avoue, je n'ai rien entendu non plus. Quand le jury part pour délibérer, pendant les premières heures, ils ne sont pas du tout d'accord. Pour eux, l'autopsie est vague. Où le médecin légiste voit-elle les 2, voire 3 coups de fourche qu'a reçu Amy? Il n'y a que 6 ponctions, 6 blessures. Mais il y a une chose qui va mettre tout le monde d'accord. C'est le fait que Todd soit venu à la barre. We, the jury, find the defendant, Todd Michael Mullis, guilty of the crime of murder in the first degree. Ils rendent un verdict de culpabilité. Ils n'ont pas du tout apprécié sa prestation à la barre. Ils l'ont trouvé froid. Todd est peu crédible. Il a l'air de mentir. Ses émotions ne sont pas à la bonne place. Et au bout de 7 heures de délibération, ils ont eu un verdict facile. Todd sera condamné à la prison à vie, sans aucune possibilité de parole. Il n'ira être coupable du meurtre de sa femme. Et ensuite, il fera appel. Il changera d'avocat parce qu'il ne veut plus cette défense, la défense de l'intrus. Pour lui, c'est un accident. Sa femme est tombée sur la fourche. Et voilà, c'était l'histoire de la pauvre Amy Mullis, qui laisse 3 enfants orphelins, de père et de mère. Si j'avais été un juré, j'aurais voté coupable. Certes, on sent que dans le comté de Delaware, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de crime. L'enquête n'a pas été très bien menée par le comté. Et l'autopsie n'apporte pas grand-chose. Mais quand on met bout à bout tous les témoignages et les actions de Todd, sa culpabilité tombe sous le sens. Et il me semble que Amy était en sursis jusqu'à ce qu'elle ait cette autre liaison, où là, elle a scellé sa peine. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire dans les plaines de l'Iowa. Et j'espère que dès maintenant, dès que vous verrez une fourche, vous vous écarterez. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!